gars, là on va parler d'un thème qui est un thème, j'ai envie de dire fatidique dans la NBA, mais depuis maintenant, je peux dire presque 30 ans, d'accord? Donc on va parler du thème du Big Tree, un terme qui évoque beaucoup de choses pour moi. Je pense que pour vous aussi. Tiens, Vlad, ce que t'en penses toi des Big Tree? Ça t'évoque quoi? Un éternel débat. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, d'autres qui pensent que ça dénature complètement la compétitivité au travers de la NBA. C'est un vaste débat. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Justement, lorsqu'on vous dit Big Three, ça vous fait penser à qui directement? Moi, ça me fait directement penser à LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh. Je sais pas Ah, pourquoi, ça mais fait c'est plaisir. le Big Three qui m'a le plus marqué. C'est celui qui m'a le plus marqué parce que il y a un peu cette complicité entre les trois joueurs. Ils s'appellent, ouais, viens, on joue ensemble, etc. Donc, je sais pas, ça m'avait marqué. Bah, t'avais un peu comment dire, cette notion de, ouais, bah en soi c'est un peu c'est un peu le banana boat quoi. Enfin voilà, c'est la bande de potes qui, en dehors de la compétitivité qu'ils ont, en dehors de leur saison régulière normale et de leur confrontation directe, voilà, ils se disent bon, bah c'est bien sympa, on s'affronte entre nous, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'unir pour justement Hmm. tout démonter quoi? Et ça a été aussi un bon précurseur avec notamment le Big Three qui s'est construit autour des Celtics en 2007-2008. C'est surtout, je pense, la grosse bascule sur ce mode de gestion des effectifs pour le coup. Voilà. Mais aussi, ce que j'aime pas, c'est avec les Big Three, c'est que j'ai l'impression, en tout cas dans les Big Three, où il y a une réunion de joueurs, pas comme les Warriors qui ont construit leur propre Big Three. Il y a un peu en fait, on enlève un peu de rivalité dans la NBA en prenant des gros joueurs et en les associant, bah, on perd un peu de rivalité à l'intérieur de la NBA. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gênait un peu. Bah après, le Big Tree des Heat, il est clairement en réponse à celui des Celtics. Quand les Celtics font leur Big Tree, c'est clairement l'association de trois mecs qui ont rien gagné et qui se disent il faut qu'on fasse une dernière pour la route, que ce soit Allen, Garnett ou Paul Pierce, et qu'on fasse tout pour gagner. Et c'est forcément pour ça que LeBron, lui, décide après de créer son propre Big Tree avec sa bande de potes à Miami pour enfin gagner son premier titre et puis créer sa propre dynastie. Ça n'a pas forcément bien commencé parce que dès la première année, ils se font battre par Dallas. Mm. Ils se font battre par Dallas. Et puis la seconde saison, ils font face du coup à un autre Big Tree. Juste, Samuel, Dallas, on peut dire qu'il n'avait pas de Big Three. Dallas, Ah non, c'était clairement, Dirk, ouais, entouré d'un très très bon très bon supporting collectif. cast. Très très bon Tout à collectif. fait. Et en face, du coup, je disais l'année suivante, ils font face à OKC, du coup, de Harden, Westbrook et Durant. Un Big Tree qui, lui, n'aura jamais cette réussite qu'a eu les Heat pour cause d'ego, notamment. Oui, Cause ils n'ont pas d'ego. fait ce sacrifice, c'est vrai. Ah, parce que tu parlais justement de Big Tree qui se construisent tout seuls, Mm. comme les Warriors. Le OKC, c'était clairement le cas. C'était que des gars draftés Mm. par OKC. Et au final, ça a pas bien tourné, puisqu'après après cette finale, Harden s'en va. Et puis, quelques années plus tard, Durant s'en ira aussi pour l'histoire que tout le monde connaît aux Warriors. Oui, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que comme tu as dit, Samuel, c'est que le Thunder avait très bien construit autour de ces trois joueurs en les draftant. Donc à l'époque, Kevin Durant avait été drafté par les Sonics, après on connaît le déménagement qui a eu lieu. Mais voilà, c'était quelque chose qui avait fait ses preuves et qui sont allés même, ils sont allés même jusqu'en finale NBA face justement au Big Three du Heat en 2012. Bon, après, on connaît l'issue de cette finale. Et après, voilà, il y a toute une question aussi d'ego. Et il y avait aussi le sujet du contrat entre Harden, qui était d'ailleurs sixième homme de l'année pendant cette année, enfin pendant cette saison, et le contrat de Serge Ibaka. Bon, après, derrière, le Big Three s'est transformé en Durant, Harden, Westbrook, en Durant, Westbrook et Ibaka. Donc voilà, après il y en a d'autres qui se sont formés au fur et à mesure et dans la même lignée où c'était des tours de draft qui ont évolué au fil du temps. Ce sont notamment les Warriors à partir de 2014-2015. Quand même, Oklahoma a très bien géré sa draft dans cette période parce qu'il y a aussi Jeff Green. Donc, en vrai, ils avaient quand même pas mal de joueurs pour construire un Big Free. Mais
c'est vrai que j'avais dit plutôt que je préférais voir des Big Three qui se construisaient naturellement, mais il y a une chose beaucoup plus importante que la construction naturelle, c'est que les joueurs soient capables de mettre leur ego de côté, parce que ce sont des joueurs qui ont l'habitude d'être la star de leur équipe dans leur université ou dans leur lycée. Et en fait, quand tu associes des joueurs qui ont l'habitude d'être le centre d'attention de l'équipe, bah il peut avoir des batailles d'ego, et ça a marché à Golden State où il y a des joueurs qui ont su gérer ça. Mais ça n'a pas marché à Oklahoma. Il y a aussi le coaching qui joue beaucoup. Le coaching permet de mieux gérer les égos. Peut-être que le coaching à Oklahoma n'a pas pu permettre. Scott Brooks, en l'occurrence, n'a pas pu gérer les égos. Donc aussi, il y a le coaching. Il y a aussi cette facette du coaching qui est importante dans un Big Three. Après, la différence aussi entre les Warriors et OKC, il faut quand même le rappeler, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'ont fait les Warriors, c'est que OKC, quand ils draftent leurs joueurs, ils arrivent tous avec des étiquettes de crack. Durant arrive avec l'étiquette du nouveau phénomène NBA, nouveau LeBron, d'accord, doit être la future image de la NBA. Westbrook, Harden sont placés très haut aussi, ça arrive directement, ils sont censés être NBA ready et dominés. Alors que côté Warriors, tu as quand même Draymond Green qui ne devait jamais atteindre ce niveau-là. Tu as Klay Thompson et Stephen Curry qui sont annoncés comme étant des bons joueurs, mais qui jamais, au grand jamais, on imaginait atteindre un tel niveau. C'est un collectif qui s'est vraiment créé, qui a dominé la NBA. Pour moi, c'est vraiment un Big Three, comme tu disais, qui, pour le coup, n'est pas l'assemblage de plusieurs grandes stars, mais un Big Three qui s'est créé, qui a été bien entouré par Steve Kerr et qui, au final, a marqué l'histoire de la NBA. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment deux types de Big Three à différencier. Ça a le Big Three comme celui des Warriors, puis tu as celui comme celui des Heat qui domine aussi. Quand on parle des Heat, ça peut être aussi celui des Cavs, qu'a fait LeBron, parce que LeBron est accoutumé pour créer ces petits Big Three avec Kevin Love et Irving. Et au final, tellement il est fort, il arrive toujours à créer une alchimie avec peu importe les joueurs qui l'entourent. Ah, mais faut dire bravo au Heat. Moi, vraiment, je trouve ça fort ce qu'ils ont fait. Le Heat, il y a un peu ce sacrifice au niveau des contrats. Je me trompe pas, il y a quand même un certain sacrifice en termes de contrats. LeBron aurait pu avoir un plus gros contrat. Chris Bosh aussi, je pense. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Dwayne Wade a aussi il était le franchise player de la franchise. Voir LeBron et laisser un peu une grosse part du leadership à LeBron, il faut le faire. Et Chris Bosh, qui était le franchise player de Toronto, il s'est un peu mué en troisième joueur, pas trop scoreur, qui est là un peu plus pour aider dans les tâches défensives, pour faire un peu le travail de l'ombre. Donc c'est fort ce que fait le Heat. Et en plus, oui, pour revenir sur Chris Bosh, très 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 sous-coté sur ce Big Three, parce que sans lui, c'est simple, Miami n'aurait pas eu ces 2 bagues, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, ça me surprend, on n'a pas encore abordé un certain Big Three. D'ailleurs, on a abordé le sujet du coaching, mais Duncan, Ginobili et Parker. Ça, clairement, naturellement en plus. Ouais, c'est un Big Three qui s'est fait, comme dit Rafik, naturellement. Bon, il y a quand même, du coup, un joueur qui est au-dessus, c'est bien sûr notre ami Tim Duncan. À la base, c'était pas Big Three, parce qu'à la base, c'était Duncan et Robinson. Ouais, et Twin Towers. C'est ça, et puis ça s'est transformé en Big Three avec l'explosion de Parker et puis celle de Ginobili. Et en plus, c'était un Big Three atypique parce que c'était pas un Big Three qui était athlétique, en NBA, mais quelle intelligence de jeu. Et puis quel entraîneur aussi, Greg Popovich, on en parle dans un podcast, mais c'était un monstre. Donc, il a réussi à faire de deux joueurs qui n'étaient pas à la base faits pour être des monstres à leur poste, mais à faire d'une équipe une machine de guerre et un Big Three qui était devenu inarrêtable. On rappelle 3 titres. Bien sûr. Oui, tout à fait. Ginobili, il est drafté, mais il est directement envoyé en Europe. Je crois même 2 ans. Il va 2 ans en Europe avant de revenir en NBA. Tony Parker, sa draft à San Antonio, elle est un peu inattendue parce que son workout pour la draft, il est mauvais pour les Spurs. Popovich n'en veut pas, finalement il lui redonne une seconde chance et il le draft. Donc vraiment il sort de nulle part ce Big Three. Et c'est vrai que là on a pu voir l'aspect coaching qui est très important dans la création d'un Big Three, et Popovich a son mot à dire dans cette création du Big Three.
En plus, ce qui est fort, dans les 3 titres, tu as quand même Parker qui est MVP en 2007, tu as Duncan qui est le joueur majeur en 2003, et puis après, face au Heat, Ginobili a un rôle très important. Et surtout en termes de longévité, je pense que c'est l'un des Big Three avec la plus grande longévité. C'est le plus mémorable après les Bulls pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, Vlad. Oui, carrément. En longévité, et puis là, oui, en termes de longévité, là, c'est même plus, on peut même plus parler en soi de Big Three comme on peut parler du Big Three de Miami où ça a été un peu, on va dire, du one shot. Là, c'est carrément une dynastie en fait. C'est voilà, pendant 20 ans, c'est Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Enfin, entre 15 et 20 ans. Oui. C'est pas l'histoire de 3-4 ans et c'est là qu'en effet, notamment les Spurs se démarquent complètement sur cette gestion de leurs effectifs où là, c'est vraiment du long, voire très long terme. Ouais, clairement. Et après, il y a eu Kawhi Leonard qui est arrivé dans la franchise, donc c'est un peu transformé en Big Four. Il y a même avant ça, il y avait Stephen Jackson dans l'équipe comme quatrième entre guillemets très bon joueur, mais Popovich l'a rapidement éliminé de l'équipe parce qu'il n'adhérait pas à la cohésion d'équipe. Il sentait que Steven Jackson pouvait briser l'alchimie qu'il y avait entre les 3 joueurs des Spurs. Donc il y a eu aussi d'autres joueurs autour de ces 3-là. Mais c'est vrai que moi, la longévité m'a marqué. Quand on regarde les autres Big Three, celui des Bulls, Rodman, Michael Jordan, Pippen, il y avait déjà les deux, mais Rodman arrive pour un one-shot de 3 ans. Il y avait Horace Grant avant, donc ça a toujours été en réalité un Big Three. Hein. Il y avait toujours un intérieur, justement, les années où il ne gagne pas entre les deux three-peats, c'est les années où il n'y a pas d'intérieur, où soit Horace Grant est parti au Magic, et Rodman n'est pas encore arrivé. Mais oui, et puis quand tu as un JoJo aussi qui n'est plus là. Hein. Oui, même l'année où il revient, il n'y a pas d'intérieur. En effet, c'est même Horace Grant qui enterre les Bulls en 95. En effet. Oui, avec Orlando. Mais par contre, aux Bulls, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Kukoc, parce que Kukoc, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il a son mot à dire, Kukoc, dans cette équipe des Bulls. Donc en réalité, ça serait un Big Four pour toi. Kukoc ? Ah, ouais. Mais clairement, mais en fait, Kukoc, pour moi, si on le met dans une équipe tout seul à son prime, ça peut être un joueur à plus de 20 points de moyenne. Ah, mais c'est un peu comme les Lakers avec Odom, Gasol, Bryant. Au final, tu as Bynum aussi. C'est un Big Four aussi un peu dissimulé, parce que tu as quand même une quatrième grosse tête qui est là. Après, on retient bien sûr les 3 parce que c'est légendaire. Hein, Rodman, Jordan, Pippen avec le Jordan qui est le meilleur joueur de la planète, Pippen qui est le lieutenant parfait et qui est en plus un joueur stratosphérique individuellement. Et puis tu as Rodman qui est, c'est Dennis Rodman, quoi. C'est une star planétaire aussi. C'est le marketing, c'est un gros défenseur, c'est un rebondeur incroyable. Sur le terrain, il t'apporte une dynamique de fou. Et puis tu as les victoires qui suivent. Hein. Tu as les victoires. Oui, complètement. Et puis bon, j'irais même plus loin que toi, Rafik, sur les Bulls, parce qu'on pourrait carrément dire que c'est un Big Five, parce qu'on oublie très souvent l'apport de Ron Harper, qui était un véritable crack aux Cavaliers avant qu'il parte aux Bulls, mais le mec, de base, c'était une vraie arme offensive. Et bon, après, derrière, Phil Jackson a réussi à lui faire entendre que, bon, voilà, il y avait supérieur à lui dans l'effectif en termes d'options, et qu'il l'a fait devenir un très, très bon joueur on va dire, complémentaire dans le 5 de départ, et qui était capable de scorer quand il le fallait, mais surtout qui a réussi à le transformer en vrai gros défenseur. Et c'est ça qui est très fort sur la gestion de Phil Jackson et du management des Bulls. À l'époque aussi, c'est ce qui explique aussi peut-être c'est toute cette victoire des Bulls, et puis c'est l'effectif, hein, puisque tu vois en face, il n'y avait pas d'équipe comme ça constituée de 3 grandes stars vraiment. Tu avais peut-être Utah avec Hornacek, Malone, Stockton, mais c'était pas du même niveau en termes de Big Three, de collectif. Et puis, tu as aussi, après, bien sûr, on va en parler, un Big Three que j'appelle un Big Three de la loose. C'est Olajuwon, Pippen et Charles Barkley qui va se construire après. Donc, tu as quand même The Dream avec Charles Barkley, qui est un MVP et une très grande star des années 90, et Scottie Pippen à la quête d'une bague sans Michael pour prouver qu'il n'était pas dépendant de Air Jordan. Et au final, ça s'écrase aussi. L'avion coule.
Oui, ça a été en effet un. Bah là, pour le coup, c'est vraiment un one shot hein, pour Houston. Mais donc alors il y a cette période-là, mais il y a aussi à côté pour Pippen le Big Three que tu as à Portland avec les Jay Blazers, donc avec Rashid Wallace, Damon Stoudemire, Arvydas Sabonis, etc. Et malheureusement, bon, on connaît l'issue de cette époque-là qui a duré 2-3 ans. Bon, voilà, qui n'a pas été si fructueuse que ça. Bon, malheureusement, oui, Pippen n'a pas réussi à prouver qu'il pouvait gagner une bague sans Jojo. Ouais. Mais après, c'était un Big Free. Vieux, À hein. Houston, c'est un Big Free quand même vieux. Hein. Oui. Olajuwon avait 35-36 ans. Pareil pour Barkley. Pippen, peut-être un peu plus jeune, Pippen. Peut-être 32-33, mais ils étaient quand même vieux. Ils étaient sur la fin. C'était compliqué d'affronter une équipe comme les Lakers, par exemple, qui étaient beaucoup plus frais, ou même des Spurs à l'époque aussi, qui étaient très, très frais. Mm. Donc, c'est vrai que bon, c'est un Big Free de la loose, mais il y a plus loose que ce Big Free. Ah oui, je vais t'en mentionner plein là, t'inquiète pas. Ah, ok, Vas-y, vas-y, balance la liste. balance. Je suis de la loose, là, je te propose Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, celui-là, il est violent. Je commence direct avec les Clippers, moi. L'Obsili. Ah, Depuis Olo Candy, il en veut aux Clippers. mais c'est catastrophique parce qu'on se rend compte qu'en fait, Chris Paul, que ça soit en fait, avec Houston ou avec Orléans, il aura fait mieux que pendant toutes ces années aux Clippers. Quoi. Il a perdu, j'ai l'impression, plusieurs années de sa carrière à, à stagner, à rien réussir avec ce Big Three. Peut-être parce que justement, les rôles n'étaient pas bien affectés. Hein, parce que peut-être que DeAndre Jordan voulait lui peut-être plus que ce qu'il savait faire aussi. Et au final, Chris Paul, ça ne lui a pas plu spécialement. Et on voyait parfois qu'il y avait beaucoup de tension entre tous ces joueurs sur le terrain et de nervosité. Après, Oui, mais ouais, je t'écoute, Rafik. oui, bien sûr, mais de toute façon, ce qui est important dans un Big Free, c'est de bien délimiter le leadership entre chaque joueur, délimiter les rôles. Et en général, quand il y a des Big Free de la loose comme ça, c'est qu'il y a quelque part, il y a eu un échec dans la création dans la répartition du leadership. Par exemple, les Celtics, quand ils font leur Big Free, il y a une très bonne répartition de leadership. Garnett récupère le leadership défensif et émotionnel de l'équipe. Pierce récupère le leadership offensif de l'équipe. Donc, quand on voit des big field de la loose comme ça, c'est vrai qu'en fait, juste l'addition de trois gros noms, ça ne suffit pas. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, il y a un gros management à faire derrière sur la psychologie des joueurs, sur la gestion de leur notoriété, de leur ego. C'est vrai que c'est pas non plus facile hein, de gagner quand on est un big free. Non, carrément. Et puis sur l'exemple des Celtics, alors après, je pense que c'est ça qui a fait surtout leur force, c'est que ce sont que des mercenaires sans titre. T'as ces trois-là, t'as des House, il est quand même plus jeune, mais bon, il a la dalle aussi. Tu as voilà, après, t'as une certaine expérience aussi avec notamment Sam Cassell qui est là pour justement, je crois que dans l'effectif, c'est le seul à être titré pour le coup. Et il est là en effet pour apporter cette expérience, hein, parce qu'après, bon, vu son âge sur le terrain, on l'a pas énormément vu, mais voilà, il y a une très bonne complémentarité entre les différents types de profils de joueurs. Et voilà, c'est ça qui a fait leur succès entre 2007 et on va dire jusqu'à à peu près 2012 où ils sont enterrés par le hit. Mais bon, après voilà, il y a l'âge qui rentre. Et ouais, dis-moi. Ouais, Sam Cassell, d'ailleurs, qui a cette place dans l'effectif, justement, je pense, parce qu'il a eu déjà son Big Two avec Garnett au Wolves avec Sprewell. Tout à fait. C'est pour ça qu'il vient faire sa pige avec Garnett au Celtics. Il l'emmène dans les bagages. Oui, oui, complètement. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite dédicace vite fait à notre pote Damas. Est-ce que ça vous parle comme Big Three, la Marcus Aldridge, Brandon Roy et Greg Oden? Ouais, ça fait Bien mal. sûr. Ça fait mal, ça. Les Blazers sont maudits pour ça, c'est possible. Et ouais, ça aurait pu être un Big Three incroyable. Hein. Ça aurait pu dominer la ligue. Hein. Oden, on rappelle, ça devait être le nouveau Shaq. Brandon Roy, c'était stratosphérique, hein, le peu qu'on l'a vu. Et puis Aldridge, au final, aura fait une carrière très, très bonne. Hein. C'est un très bon intérieur. Hein. Oui, oui, complètement. Là, on avait une complémentarité avec des tours jumelles et voilà
un combo garde qui viendra. Moi, je sais que c'est l'un de mes joueurs préférés et je pense que c'est l'un des plus gros what if qui puisse exister, ce type. Parce que voilà, après, on connaît ce Big Three, les blessures ont eu raison d'eux, malheureusement. En autre Big Three décevant, je peux vous mentionner McGrady et Omin Artest. Celui-là, il fait mal aussi. Il fait mal, Ouais. celui-là, il fait mal. Il fait mal, mais bon, contrairement aux autres, ils ont quand même eu des résultats sur plusieurs années, avec notamment de très belles confrontations face aux Lakers. Mais après, en effet, le gros souci, c'est, après c'est mon opinion perso, mais c'est vraiment le manque de leadership à réussir à vraiment, on va dire, augmenter de niveau en play-off pour moi de McGrady, et je pense que c'est ce qui a fait défaut toute sa carrière. Et après, il y a les soucis, notamment au niveau du pied pour Yao Ming. Oui, après, je vais parler aussi d'un autre Big Three pour notre ami Rafik. Pour notre ami Rafik, son chouchou, j'ai envie de dire. Donc, le Big Three des Suns, Nash, Stoudemire, Marion, qui au final ne gagnera rien. Et Rafik peut tout nous en parler de ce Big Three. J'ai envie de t'entendre ton avis dessus. Je sais pas, je suis curieux. Ils gagnent rien, c'est vrai, mais ils sont tombés sur des très très grosses équipes. Vraiment la période Nash aux Suns, il y a l'Ouest, c'est vraiment incroyable en termes de niveau. Les Lakers sont violents. Enfin, il y a les Lakers à partir de 2008. Il y a les Spurs, il y a clairement les Spurs qui sont présents. Mais en termes de saison régulière, ils ont répondu présent. Ils ont fait des saisons à plus de 60 victoires, je crois 62 victoires. Ils font une saison peut-être à 62 victoires. Oui. Pour moi, c'est un Big Free. Moi, je ne le mettrais pas dans la loose parce que quand même, c'est un Big Free où il y a eu où on a créé des choses. Il a un héritage, ce Big Free. Le pick and roll. Quand on pense pick and roll, on pense à Nash Stoudemire. Quand on pense, Ça a révolutionné par le jeu, c'est ça que tu veux dire. oui, c'est un Big Free je pense que ce Big Free, il a une importance dans la NBA moderne. Sean Marion, il était là. Il y avait un peu ce profil free and D à l'époque. Il jouait pas à 3, mais il avait ce côté très bon défenseur et capable de mettre des 3 points de l'autre côté. Et du coup, moi, je ne mettrais pas dans la loose parce qu'il a un peu cet héritage sur la NBA actuelle. Enfin, à mon sens, je trouve qu'il a été marquant comme ça. Alors si moi je le mets quand même sur la loose parce que je pense qu'en dehors au-dessus des joueurs même, je pense que c'est carrément une question de coaching. On a clairement vu avec Mike D'Antoni et c'est même le cas encore Aujourd'hui. Encore à cette heure-ci. Salut la fanbase de Houston, mais c'est clairement un coaching qui est fait pour de la saison régulière parce que ça score à tout va et avec le mindset tant qu'on score plus que l'adversaire, c'est bon, on passe. Mais sur du demi-terrain avec une défense beaucoup plus resserrée en play-off, en effet, ça montre ses grandes faiblesses et on l'a vu donc à la fois sur les années Suns face notamment aux Mavericks et aux Lakers pour citer juste ces exemples-là et donc par la suite et même notamment de nos jours. Donc donc vis-à-vis de ça et justement pour rebondir sur l'ère d'Anthony, on en parle rapidement du Big Three, Kobe Bryant, Steve Nash et Dwight Howard. Ah, mais c'était un Big Four, il y avait Gasol. Ouais, mais bon, Gasol commençait. Il y avait Ron Artest. Il y avait Ron Artest. Il y avait encore Rodon aussi. Non, il y avait Ron Artest, c'était Ouais, limite. c'est bon, même c'était quelque chose de. Je sais pas c'était quoi, il y avait. Ouais, mais c'était catastrophique, ça faut même pas en parler. Et j'avais même sur Facebook, j'avais même en photo de couverture le starting five. Moi aussi, bien sûr. C'était le moment. Je croyais que ça y est, c'était fini, c'était bouclé. Et imaginez si Chris Paul était venu. Ouais. De base, c'était lui qui était censé venir à la place de Steve Nash. Ça devait être Howard. Ça a été qu'une seconde option. Ça devait être Howard, Bryant et Paul. Mais après, David Stern a dit non. Non, j'ai pas envie qu'il gagne les Lakers. On va l'envoyer aux Clippers pour qu'ils perdent des années. Et du coup, il y a un autre Big Three, moi, qui m'a marqué beaucoup, qui n'a rien gagné, qui est même très décevant, mais qui a marqué, je pense, tous les gens de notre génération au collège. C'était parce que c'était stylé. C'était Melo, Iverson, Kenyon Martin. Ah, le swag. Le swag, c'était les traits. Le swag. Les bandeaux bleus autour de la tête, le maillot des Nuggets blanc, bleu turquoise, là, les bandeaux sur les bras. On savait qu'ils allaient gagner, mais on aimait bien les regarder.
Voilà, c'était flashy. Bon, après, ils ont quand même, il y a quand même eu du résultat à côté. Hein. Faut dire ce qu'il est. Mais bon, c'était clairement pas suffisant. C'était clairement pas suffisant pour les playoffs. Après, bon, on avait un Iverson qui commençait, voilà, qui commençait un peu à vieillir. Kenyon Martin, bon, qui était bon hein, à l'époque, mais bon, c'était un peu limité. Et puis voilà, t'avais vraiment le gros, comment dire, le noyau des trois. Et après derrière, bon, voilà, ça suivait pas trop, quoi. Dans le même style, d'ailleurs, il y a un autre aussi qu'on savait qu'il n'allait rien gagner, mais qu'on aimait regarder, qui était tous les jours dans le top 10, c'était Kidd, Jefferson, Vince Carter. Tu regardais le top 10, tu avais tous les jours, enfin les jours où il jouait, un dunk sur un alley-oop de Jason Kidd pour Vince Carter. Ouais, non, c'était quelque chose cette période-là. Et puis bon, même juste avant, bah, il y avait aussi Kenyon Martin et Richard Jefferson quand ils arrivent, quand ils font les 2 années d'affilée en finale. Bon, voilà, l'ère Kidd dans son intégralité au net, ça a été que du spectacle avec les joueurs qui allaient derrière. Mais c'est vrai que la paire, enfin la triplette avec Jefferson et Vince Carter, oui, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué sur la deuxième période des années 2000, ouais, clairement. Et du coup, Rafik, si je te dis de retenir un big three là, sur tout ça, même Vlad, après, tu nous diras aussi, si tu retiendrais quoi? Un big three. Un seul, si on doit en retenir qu'un seul. Si je dois en retenir un seul, c'est celui de Miami. C'est celui qui, avec du recul, c'est celui qui force le plus de respect pour moi. On a vraiment on a vraiment deux grosses superstars avec un franchise player qui se réunissent. Il y a en plus ces deux superstars avec une grosse notoriété, dont une qui était déjà franchise player de Miami. Laisser de la place à un autre joueur, laisser limite plus de leadership à LeBron James, Bosh qui s'occupe des tâches ingrates et Vladimir a eu raison de préciser qu'il est très important dans la quête des deux titres parce qu'il fait le boulot, il fait du sale boulot et il arrive quand même à maintenir un certain niveau de scoring. Moi je trouve qu'il est fort ce Big Free. Même s'ils ont perdu 2 finales NBA, pour moi il est fort. Ils vont 4 fois en finale NBA et c'est très partisans de leadership. Pour moi, ça force le respect. Et toi, Vlad? Pour moi, ce sera Derrick Rose, Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis. Non, je rigole. Mais non, bah après, voilà, par préférence, oui, c'est aussi celui de Miami. Mais bon, si on va plus parler de ce qui se passe sur ces derniers temps, non. Alors là, c'est même carrément une dynastie. Hein, pour moi, c'est vraiment les Warriors où ils ont réussi vraiment à partir de, on va dire, pas grand-chose, en tout cas que sur des tours de draft et de monter en puissance comme ils ont réussi à faire pour devenir à cette heure-ci l'une des meilleures équipes de tous les temps. Il y a juste à tirer le coup de chapeau à Bob Myers pour tous ses choix judicieux et l'évolution qu'il a pu apporter au sein de son effectif. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais pas être surprenant. Je vais faire comme dirait Damas, le bandeur. Les Bulls. Je vais faire simple. Les Bulls parce que c'est l'équipe, je pense, qui a marqué l'histoire de la NBA et qui m'a marqué moi aussi étant plus petit. Après, j'aimerais faire pour finir ce podcast une mention spéciale aux Big Three qui ont duré 2 minutes. Donc, comme a dit Vladimir, il y a eu Derrick Rose, Porzingis, Carmelo Anthony, Westbrook, Paul George et encore Carmelo Anthony, Harden, Chris Paul. Carmelo Anthony qui n'aura jamais réussi à faire un Big Three. Ça dure 2 jours à chaque fois, mais on l'aime quand même.